bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue, l'émission de décryptage et surtout d'échange d'opinions, de préférences contradictoires sur l'actualité. Je vous propose de découvrir le sommaire de notre émission. Nous allons commencer par revenir sur la facture un peu salée peut-être pour le contribuable du retour du Premier ministre. Il revenait de Nouvelle-Calédonie, il a pris un avion à Tokyo, plutôt il en a loué un et ça a coûté 350 000 €. Est-ce que le Premier ministre dépense trop? Nous demanderons à nos invités leur point de vue sur ce sujet. Nous reviendrons aussi sur ce qui est sans doute la première grande victoire politique de Donald Trump, le vote par le Sénat de sa réforme fiscale. Est-ce que le vent est en train de tourner pour un président qu'on disait tellement affaibli? Nous parlerons aussi des réactions un peu vives des députés de La République En Marche face au projet de loi qui s'annonce préparé par le ministre de l'Intérieur sur le droit d'asile et surtout sur la lutte contre les immigrés clandestins. Et puis nous parlerons aussi du soutien apporté par Charlie Hebdo et en l'occurrence par son rédacteur en chef Rhys à Tex. Tex, vous vous en souvenez peut-être, c'est cet animateur de télévision qui a été renvoyé de France 2 pour une blague jugée probablement à juste titre comme étant lourde et sexiste. Bonsoir à nos 4 invités, 4 journalistes de très haut niveau qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre cet après-midi. Bonsoir Guillaume de Monjou, vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Bonsoir Philippe Turle, vous dirigez la rédaction anglaise de Radio France Internationale, RFI, et vous êtes de nationalité britannique. Bonsoir Alexis Lacroix. Bonsoir Guillaume. Directeur délégué de la rédaction de l'Express, contributeur de la revue La Règle du jeu. Est-ce que votre dernier livre est déjà en librairie? Mais non, vous Alexis. êtes le premier à faire du teasing, c'est super sympa. Alors, bientôt, un livre d'Alexis Lacroix sur la permanence, et même si elle est évolutive dans sa forme, de l'antisémitisme en France. Bonsoir Renaud Girard. Bonsoir. Vous êtes le chroniqueur international du Figaro. Nous retrouvons chaque mardi matin dans notre quotidien préféré vos chroniques. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui, lui, est sorti. Quelle diplomatie pour la France? Prendre les réalités telles qu'elles sont, aux éditions du Cerf. Parlons, si vous le voulez bien, de la facture du dernier voyage du Premier ministre. Qui était donc parti en Nouvelle-Calédonie, qui était rentré par un avion de l'État, mais à Tokyo, le Premier ministre et son équipe changent d'avion pour revenir plus vite à Paris dans des conditions plus confortables, en louant un aéronef. Facture pour l'État français, 350 000 €. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est excessif? Le Premier ministre, il assume cette dépense. Il dit, quand on occupe les fonctions que j'ai, eh bien oui, ça coûte cher. Et il n'a d'ailleurs pas hésité à en donner d'autres exemples ce matin chez nos confrères d'RTL. Regardez. Ce matin, vous m'avez invité pour venir sur RTL. Si vous aviez invité Édouard Philippe, je serais venu en métro, ça m'aurait coûté 1,90 € ou 2 € si j'étais venu en bus, ou éventuellement j'aurais pris le taxi et j'aurais payé mon taxi. Mais vous avez invité le Premier ministre. Et vous avez peut-être vu quand je suis arrivé devant les studios de RTL, que je suis arrivé avec 4 véhicules, avec des motards, avec plus de 15 personnes, avec un médecin, Madame Martichoux, qui me suit en permanence, et un transmetteur de l'armée qui me suit en permanence, parce que c'est le régime qui est donné au Premier ministre d'être systématiquement en mesure de réagir et d'avoir... Ça coûte redoutablement cher, madame. Philippe Turle, question très directe. Est-ce que le Premier ministre de la France dépense trop? Je dirais dans ce cas précis, oui. Le cas du voyage en Nouvelle-Calédonie ou le cas de son déplacement sur RTL? Sur un ensemble, mais sur ce cas de Nouvelle-Calédonie, il y a 2 mesures. Le mesure qu'il a le droit de dépenser 350 000 € ou une grosse somme pour revenir en France, pour assister à un conseil de ministres ou réunion de telles sources. Là, je veux bien, les moyens existent, il a le droit de s'en servir. Le problème, c'est que c'est l'image qui est complètement écornée. Et l'image d'un Premier ministre qui commence par dire il faut qu'on fasse des économies partout, les caisses de l'État sont pour ainsi dire vides et qui dépensent 350 000 €, ça ne passe pas auprès des mortels qui se serrent la ceinture, qui n'ont pas d'argent. Ils disent mais comment ça se fait qu'il peut dire ok, je reviens d'urgence de Nouvelle-Calédonie, je ne peux pas prendre un avion militaire parce que c'est inconfortable, je ne peux pas m'allonger. Je suis désolé, ça ne passe pas. Et je peux vous dire une chose, si c'était en Grande-Bretagne, cette histoire auprès d'un ministre, un Premier ministre, n'importe quel personnage important dans le gouvernement, ça ne passera pas parce qu'une fois que la presse tabloïd saisit d'une affaire pareille, la personne est morte, politiquement mort. Et ils sont obligés, à mon avis, de jeter l'éponge. Donc, c'est un calcul, un mauvais calcul, et ça me laisse l'impression toujours que quand on n'est pas élu ministre, quand on n'est pas nommé ministre,
on dit toujours une chose, et une fois qu'on devient ministre ou Premier ministre, on se dit après, j'oublie tout cela, j'ai le droit, je m'en sers, et je ne pense pas à tous les gens autour de moi qui m'ont mis là où je suis. Et pour moi, c'est exactement dans ce cas-là qu'on trouve avec Édouard Philippe. Je suis désolé de le dire, je regrette pour lui qu'il est dans cette situation, mais c'est comme ça que je le prends. Guillaume Demangeau, vous avez suivi beaucoup de voyages de ministres comme journaliste. Est-ce que vous êtes choqué par cette facture ou est-ce que c'est inévitable et qu'il a été normal que le Premier ministre revienne dans des conditions un peu plus confortables et un peu plus rapides en France, plutôt que de prendre l'avion de l'armée, puisque, comme Claude Delru nous le rappelle, il y avait un avion de l'armée déjà affrété pour lui, donc il n'était pas nécessaire de changer sous prétexte de gagner du temps et être plus à l'aise. Moi, je crois que d'abord, ils étaient 60 dans cet avion, donc 350 000 divisé par 60, ça fait à peu près 6 000 par personne. Quand vous regardez le Air France, Tokyo-Paris, il est en première à peu près autour de 4 000 ou 5 000 euros et parfois même 8 000 euros. Donc on est dans une proportion où il a dû faire son calcul en se disant ça sera encore accepté par l'opinion. Mais je crois que c'est moins la grandeur du montant de cette dépense qui choque les Français que la petitesse des dépensiers. C'est-à-dire que s'il n'est pas capable de justifier que ces 4 jours en Nouvelle-Calédonie ont été importants, où il a travaillé pour la France, est-ce que cette délégation de 60 personnes était justifiée pour 4 jours là-bas? Parce que c'est pas seulement le transport qui est cher, mais c'est aussi le séjour de toutes ces personnes. Est-ce que ces 60 personnes étaient dans la délégation des amis, des influents, des journalistes à draguer et tout ça? Ou est-ce que c'était des hommes, des chefs d'entreprise, vous voyez, une espèce de... Voilà, c'est ça qui m'intrigue. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens, en tant que puissance moyenne ou relative, d'assumer ce train de vie qui est encore lié à celui d'une grande puissance. C'est peut-être ça le problème avec Alexis Lacroix, c'est que comme les Français ne voient pas l'utilité de l'action publique, ils la trouvent forcément trop chère. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Guyonne. Pas trop quand même, parce que l'idée c'est de débattre. Je suis d'accord, non mais je suis d'accord qu'il est difficile pour le téléspectateur moyen qui est un citoyen et qui mérite notre respect. Il lui est difficile de se représenter ce qu'a pu faire le Premier ministre pendant 4 jours sur le caillou, comme on dit, pour désigner la Nouvelle-Calédonie, dans un processus d'ailleurs qui est relancé par l'exécutif actuel, par Philippe, mais aussi par Macron, pour permettre qu'il y ait une autodétermination des Calédoniens sur le statut à venir, l'avenir de l'île. Alors, effectivement, il est allé donc avec une délégation importante. Je suis d'accord avec Guyonne, il faut se demander qui étaient les personnes qui l'accompagnaient. Est-ce que ça n'était qu'une sorte de noria de flatteurs, ou est-ce que c'était des gens qui peuvent vraiment servir au développement futur de la Calédonie? Ça, c'est une vraie question. Mais, en revanche, je suis malheureusement en désaccord complet avec la vision que vous avez. J'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour votre travail et pour vos témoignages, mais je pense que ça, vous voyez, vous référez par exemple à la mauvaise image que Philippe pourrait avoir s'il devait tomber sous le coup des tabloïds anglais. Franchement, c'est pas le meilleur du modèle anglo-saxon. C'est trac. Je dis pas c'est un bon modèle, mais j'ai dit ce qui lui arriverait. Voilà, j'ai bien compris. Mais c'est trac des responsables publics, même les plus éminents, auxquels sont soumis dans les tabloïds anglo-saxons la plupart des hommes politiques de qualité, c'est affreux. Et donc, je ne suis pas le défenseur attitré d'Édouard Philippe, mais je pense, effectivement, comme Guyonne l'a dit, que quand on divise la somme par les 60 personnes de la délégation, au fond, c'est un billet assez normal de business class pour un aller-retour Nouméa. En gros, ça doit être à peu près les mêmes chiffres. Donc, rien là d'extraordinaire. Et je pense une deuxième chose qui n'est pas dite, et qui est dite, par exemple, par quelqu'un qui n'est pas suspect d'avoir particulièrement besoin d'entrer dans la cour d'Édouard Philippe. C'est Manuel Valls. Qu'est-ce qu'il a fait, Valls, là, il y a quelques heures? Il a fait un tweet en disant « Je sais par expérience, moi qui y suis allé aussi, que les voyages en Calédonie, avec des délégations, ça coûte très cher. » Donc voilà, il faut raison garder. Je crois qu'Édouard Philippe n'a commis aucune faute, même pas une faute par rapport à son image. Et c'est le populisme ambiant qui nous déforme le regard sur ce type de voyage. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que depuis que cette émission existe, Point de vue, je n'ai jamais vu autant de réactions, parce que vous savez que sur Twitter, ceux qui nous regardent et sur le Figaro.fr peuvent commenter en direct, autant de réactions sur un sujet. Je ne peux pas les citer toutes. Il y a Martine Villemain qui nous dit « Rendez-moi ma CSG, je suis une retraitée aisée à 1 300 €. Donc, allusion évidemment ironique à l'augmentation de la CSG pour tous les retraités qui touchent plus que ça. Alors, il y a Chloé qui dit « Non, je ne trouve pas que le voyage du Premier ministre soit choquant, mais tous les autres, Francis Berger, le fait qu'il ait cette inconscience vis-à-vis de l'argent du contribuable est inacceptable. Albert Bastarache, oui, ce voyage est choquant.
Yolande et cet avion est devenu vide. Colline Messonnier qui nous dit ce gouvernement a un train de vie royal. Patricia Vouriot qui nous dit pourquoi une si grande délégation, c'est juste une honte. Et j'arrête là, pardon pour les autres internautes que je ne cite Guillaume, pas. juste un mot, il n'est pas allé en vacances. Oui. Il n'est pas allé en vacances et c'est même pas la configuration qui s'était présentée lorsque l'ancien Premier ministre Valls avait emmené ses 2 fils dans le cadre d'un voyage où il allait voir Platini. Il avait emmené ses 2 fils voir un match de l'Euroleague. Il lui avait été fait reproche d'avoir utilisé un avion de la République. D'ailleurs, c'était tangent parce qu'il allait travailler en réalité. Lui, il n'allait pas s'amuser. Mais vous voyez, ce n'est même pas cette configuration-là. Mais personne ne le dit d'ailleurs. Mais franchement, avec les photos où on a l'impression. Les couronnes de fleurs. Les couronnes de fleurs et la chemise, évidemment, c'est pas... Guillaume, sérieusement, on a l'impression, depuis hier soir, que M. Édouard Philippe est parti avec femme et enfants au soleil pendant 15 jours, se dolerer la pilule aux frais du contribuable. C'est pas du tout le cas, il faut se calmer les amis, il faut se calmer. Alors d'ailleurs, calmez-vous, mais pas trop, parce que comme ça le débat est vivant et moi j'adore ça. Donc je rappelle une chose, d'abord que vous sur Twitter, vous pouvez répondre à cette question, Édouard Philippe dépense-t-il trop ? Hashtag Figaro Live, hashtag point de vue. Nous allons entendre le point de vue de Renaud Girard, mais pas avant d'en avoir entendu un autre. Si vous êtes d'accord pour patienter encore quelques instants, cher Renaud, Damien Abad, le vice-président des Républicains, était ce matin sur CNews et le moins qu'on puisse dire est que lui aussi était plutôt sévère. C'est le symbole de la déconnexion du pouvoir avec les Français. Aujourd'hui, beaucoup de Français vont partir en vacances, ils attendent leurs horaires du vol charter, et ils ont l'impression que finalement on ne vit pas dans le même monde. Et c'est aussi le symbole de l'arrogance du pouvoir vis-à-vis des Français. Parce que Édouard Philippe ne s'impose pas lui-même ce qu'il impose aux autres. On a voté une loi de moralisation de la vie politique, on a encadré les frais des députés, et force est de constater que ce que l'on impose aux députés, on ne l'impose pas forcément au ministre ou au Premier ministre. Je trouve que c'est regrettable, et surtout les conditions et la manière dont ça s'est fait, avec 60 personnes qui ont changé d'avion en cours de route. Voilà, ils changeaient d'avion, puisqu'en fait, ils sont allés avec un avion de l'État de Nouvelle-Calédonie à Tokyo, et c'est à ce moment-là qu'ils sont montés dans l'avion loué. Renaud Girard, êtes-vous choqué par tout cela ? Alors, j'avais compris que, pour une raison qui m'échappe, l'avion militaire, effectivement, est arrivé vide à Roissy, 2 heures après l'avion qui avait été loué, qui est arrivé donc à Paris, mais pour permettre au Premier ministre d'assister à un conseil de défense, ou une chose importante, parce que le président de la République lui-même partait en voyage juste après. Donc, voilà, en Algérie, assurer la continuité de l'État. Il fallait assurer la continuité de l'État. Donc ça, c'était sans doute peut-être une raison suffisante pour faire cette dépense importante. Je ne crois pas, effectivement, d'abord, je ne crois pas que Édouard Philippe est... vous savez, l'agenda d'un Premier ministre est extrêmement chargé, ce n'est pas lui qui s'occupe de ces détails de logistique. Il n'a pas le temps, et c'est un peu normal. Ce n'est pas son boulot, d'ailleurs, voilà. Et donc, je suis d'accord qu'il ne faut pas faire dans le populisme. Ceci dit, c'est vrai, il y a un problème en France, général, de train de vie de l'État, et aussi de... L'autre jour, je suivais en scooter une sorte de voiture C6 qui a brûlé un feu rouge avec une sonnerie de police. Je me dis, tiens, je ne savais pas que les commissaires de police avaient des C6, des grandes Citroën comme ça. Et il s'est arrêté devant le restaurant Lasserre, il était 12h30, et en est sorti un ancien Premier ministre pour aller déjeuner. Il ne voulait pas être en retard, visiblement, et donc il s'était permis de brûler le feu rouge. Et là, je me suis arrêté en scooter, et j'ai dit, vous n'avez pas honte, etc. Les flics sont venus vers moi, et ils m'ont dit, vous êtes qui, monsieur ? Je lui ai dit, je suis Renaud Girard du Figaro, et vous allez bientôt entendre parler de moi. Ça les a calmés tout de suite. Et d'ailleurs, voilà, ils entendent parler de vous. Ça les a calmés tout de suite, etc. Donc, il y a effectivement un problème, pas en l'espèce, parce que il faut voir, et Guillaume l'a très bien dit, on ne sait pas qui exactement a payé, peut-être que les hommes d'affaires payaient leurs billets, je n'en sais rien. Et puis il y avait ce conseil de défense, visiblement l'avion militaire ne pouvait pas faire la connexion à temps, donc je ne veux pas juger en l'espèce, mais c'est vrai qu'il y a un problème, et c'est vrai aussi que c'est un peu dommage que les ministres et les premiers ministres aient tout cet appareil, et que de temps en temps, ils ne prennent pas le métro pour voir comment ça se passe, ou le train, normalement, pour voir. Ils ne prennent que des avions privés pour voir, pour voir le phénomène des retards à la SNCF. Alors que dans les autres pays, en Suède ou même en Suisse, en Suisse, le président de la Confédération, il prend sa petite Volkswagen de chez lui. Et en Allemagne, c'est pareil. En Allemagne, c'est pareil. Il va au bureau. Ouais. Alors après, s'il va inaugurer
un bâtiment public, là, il va avoir peut-être même des motards, etc. Mais il y a effectivement, c'est vrai, et nos auditeurs le disent, il y a une déconnexion, et c'est dommage. Moi, je trouve que c'est bien. Il faudrait que, une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, sans le dire, parce que ce qui protège les gens, c'est pas du tout les policiers, c'est l'anonymat. Mais voilà, qu'ils prennent le métro, oui, tout à fait, qu'ils prennent le métro, une fois, comme ça, pour aller à Roissy, prendre le métro, c'est utile, ça serait utile. Voilà. Le message est passé. Merwan Mehadji du Figaro.fr nous a rejoint. Merwan, vous êtes plongé dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est aussi critique que les internautes qui nous envoient leurs réactions en direct? Dans la même veine. Sur Twitter, c'était l'un des sujets les plus commentés aujourd'hui, donc avec le hashtag Édouard Philippe, mais aussi avec le mot-clé Tokyo Paris. Plus de 30 000 tweets. Et sur nos articles, on a plus de 3 000 commentaires. Donc effectivement, les gens sont assez choqués, énervés. En fait, ce qui les énerve surtout, c'est le fait qu'il ait dit « j'assume ». Ça, c'est quelque chose qui ne passe pas du tout. On a notamment Gibus15 qui nous dit « le confort a bon dos quand ce sont les autres qui paient ». Pendant des années, j'ai fait les 22 heures de vol entre Paris et Tahiti avec escale à Los Angeles. Je me suis accoutumé au confort des avions Air France sans être en classe affaires. Du temps du UPS, il est arrivé que certains disent « ce n'est pas cher, c'est l'État qui paye, donc rien ne change ». Or, l'État, c'est nous, cherchez l'erreur. On a la mouche qui nous dit « théoriquement, quand on dit « j'assume », on en tire les conclusions. Mais là, non, le fait d'assumer est suffisant. C'est devenu le moyen de défense des politiques qui, lorsqu'ils sont pris en flagrant délit de mauvaise gestion ou mauvaise décision, nous abreuvent d'un « j'assume » avant de passer à un autre sujet. Le « j'assume » n'étant suivi d'aucun acte réparateur, c'est tristement lamentable. Donc ça, c'est à peu près ce qui ressort dans les commentaires du Figaro. Sur Twitter, pareil, on a énormément de personnes qui critiquent. On a notamment Jérôme Godefroy qui nous dit 350 000 € tarif du Tokyo Paris et 60 pour Édouard Philippe et 60 collaborateurs. Quand l'ex-premier ministre François Fillon rentrait seul en week-end dans la Sarthe, à 250 km, le Falcon de la République coûtait 27 000 €. Au tarif Fillon, Tokyo Paris coûterait 10 millions d'euros. Éric Nolot qui nous dit Tokyo Paris pour Édouard Philippe. À ce prix-là, ce n'est plus un vol, c'est du vol. On a Vincent Castella qui nous dit cher Édouard Philippe. Donc là, il lui adresse une petite lettre avec une jolie image que vous pouvez voir à l'écran. 350 000 € pour son vol Tokyo-Paris, cela représente 25 ans de SMIC, c'est 100 ans de course pour une famille de 4 personnes. Ça fait aussi sur l'image 350 piles de 10 billets de 100 €. Tout ça pour dire que ça en ferait vivre des gens, Édouard Philippe, non. Marcelino qui nous dit quand tu apprends le même jour que les impôts augmenteront de 4,5 milliards d'euros et que le Premier ministre, pardon, j'ai eu un bug. Loue un avion à 350 000 € pour avoir plus de confort et gagner 2 € sur un Tokyo-Paris. Les sacrifices, toujours pour les mêmes. Et enfin, le compte Twitter Les Répliques qui nous dit, qui rappelle un ancien tweet de Thomas Porcher qui disait « Le même Édouard Philippe justifiait sa politique de rigueur en disant « Je souhaiterais que les Français mesurent l'ampleur de ce dérapage. Nous n'avons pas le droit de faire cela à nos enfants. Il ne leur revient pas de payer cette note. » Merci, Qu'est-ce qui a balancé, d'ailleurs, on le sait ou pas? Qu'est-ce qui a balancé l'info? C'est ça qui est intéressant. C'est une info AFP. Après, qui a balancé l'info? Moi, j'aimerais bien juste poser une question, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de cela? Qui est responsable de cette histoire? Pourquoi ça n'a pas été organisé avant pour qu'ils puissent revenir sans qu'on en parle? Oui, ils sont partis, on ne parle pas du prix du aller. On parle du prix du retour. Pourquoi on parle de ça? Qui a fait la bêtise de ne pas organiser un retour en bonne et due forme parce qu'il savait qu'il y avait un conseil de ministres de Austrin et il paraît même que c'était annulé ou repoussé à 2 jours plus tard. Donc, qui était responsable de tout cela? C'est de la mauvaise gestion et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ça a écorné l'image et du gouvernement et tout particulièrement d'Édouard Philippe. Et à mon avis, le chef de cabinet du Premier ministre, là, il a dû passer quelques heures un peu difficiles. Guillaume. Non, c'est une remarque, mais y a quand même les avions sont maudits dans la République, parce qu'il y a eu Alain Joyandet, il y a eu François Fillon, on a une ribambelle, et je pense que l'avion incarne quelque chose d'un peu encore dans un état d'esprit un peu de, je sais pas, quelque chose de luxueux, et puis en effet, ces montants sont astronomiques, en plus la pollution qu'ils émettent, il y a 1000 polémiques possibles autour de l'avion, je pense qu'il ferait mieux d'aller à pied partout. Donc voilà, mais aller en train dans la Sarthe, pourquoi aller si loin? Mais aller en train en Nouvelle-Calédonie, c'est un peu loin. Elle a raison, on devrait y réfléchir. Et le fait que, si vous voulez, chaque fois qu'un responsable public, pour des déplacements d'ordre professionnel, prend un avion avec, par exemple, la classe affaires, comme c'est arrivé à Jean-Luc Mélenchon l'année dernière, immédiatement ça déchaîne une polémique. Je suis désolé, c'est vraiment la démocratie du ressentiment. C'est une des possibilités de la démocratie qui est de laisser se développer le ressentiment. C'est absurde. En plus, encore une fois, ça n'est pas pour des vacances privées, c'est pour des séjours professionnels. Les gens sont susceptibles absurde. et on a cherché la susceptibilité des gens avec cette histoire. Et on n'aurait pas dû, on aurait pu très bien éviter qu'on en parle. Et finalement, quelqu'un a fait une bêtise et on en parle. Et voilà, surtout que, accessoirement, on
fait percuter cette information avec des augmentations d'impôts qui arrivent, on a parlé de la CSG notamment, alors que cette transition était un peu laborieuse, mais tant pis, je l'assume, aux États-Unis, là-bas au moins, on baisse massivement les impôts. Joyeux Noël, a dit Donald Trump à ses concitoyens, écoutez-le. We said in 2016, and that's why we're working to give the American people a giant tax cut for Christmas. We are giving them a big, beautiful Christmas present in the form of a tremendous tax cut. It will be the biggest cut in the history of our country. It'll also be tax reform, and it'll create jobs. Bon, alors, rappel du contexte, donc une réforme fiscale assez ambitieuse du président Trump, qui a été votée par le Sénat. Renaud Girard, on nous a répété pendant des mois que ce président était au bord de la destitution, qu'il n'avait pas de majorité, que ça allait forcément être une catastrophe. Il se porte plutôt bien pour un grand blessé. Oui, puis il a une loi là, qui est arrivée à passer, donc une loi très importante, puisqu'elle a réduit, je crois, l'impôt sur les sociétés de 38 ou de 39% à 21 ou 22, donc c'est une 21, donc c'est une baisse considérable. Est-ce que ça va créer des jobs? La dernière baisse aussi brutale d'impôts qu'on avait eue avait marché, c'était avec Ronald Reagan, c'était donc au début des années 80, et ça avait marché, ça avait créé beaucoup d'emplois aux États-Unis, ça avait été un choc salutaire. Est-ce que celle-là va marcher? La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Américains vont ou non rembourser leur dette, qui est de 20 trillions de dollars, et je ne sais pas comment il va essayer de ramener un petit peu ce déficit budgétaire. Est-ce qu'ils vont introduire ou non la TVA partout aux États-Unis? On n'en sait rien. Mais c'est sûr que je ne vois pas, et je l'avais, je crois, déjà dit dans ce cadre, je ne vois pas un empêchement, c'est-à-dire une destitution parlementaire de Donald Trump. Il a su faire les concessions qu'il fallait, notamment à l'égard il est resté dur à l'égard de la Russie, puisqu'il est accusé, je pense, sans réel fondement, d'être une sorte d'agent russe. Il avait des amitiés pour la Russie. Je ne pense pas que Trump soit un agent russe. Bon, et je ne pense pas que c'est que l'intervention de la Russie a créé l'élection de Trump aux États-Unis. Je pense que Hillary Clinton a perdu pour des raisons qu'on peut expliquer ici. Mais vous avez vu qu'il s'est rallié à la fois l'électorat juif new-yorkais et les républicains évangéliques avec l'affaire de transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et donc, effectivement, intuitivement, etc., Trump, de son propre intérêt, gère bien les choses. Est-ce qu'il gère bien? Est-ce qu'il est le leader du monde? Est-ce qu'il gère bien les affaires du monde de notre point de vue de Français? Je dirais non, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a un réchauffement climatique. Il est en grande partie de facture humaine, et le fait que les États-Unis refusent de faire quoi que ce soit là-dessus est un problème, et donc un problème pour nous, Français, entre autres. Mais de son point de vue à lui, il gère pas mal, effectivement, son rôle et sa carrière de président. Et cette victoire est peut-être d'abord effectivement une victoire de politique intérieure. Est-ce qu'elle fait changer le climat autour de Trump? Écoutez l'euphorie de Paul Ryan, c'est le président de la Chambre des représentants. We said in 2016 that it would take real tax reform for families and businesses to get the American economy growing, and we were serious. And the American people placed their trust in us to do this work for them. And today, we're making good on that promise. We're fulfilling that promise. Philippe Turle, c'est un tournant, cette loi, dans le mandat de Donald Trump? Il fallait quand même une bonne nouvelle pour Donald Trump. Il n'en a pas eu beaucoup ces derniers temps. Donc, pour lui, c'est un bon cadeau de Noël aussi. On ne sait pas combien il paiera lui-même quand même sur la fortune qu'il a, parce qu'il n'a jamais fait de déclaration d'impôt personnel. Je suis assez... Il n'a jamais rendu public. Il a fait des déclarations d'impôt, mais il n'a jamais rendu public. Ce qui est quand même assez scandaleux dans l'ensemble. Donc, je me pose plusieurs questions. Il a une victoire, c'est indéniable. Deuxième chose, est-ce que ça va porter des fruits? C'est un pari. Est-ce que la réduction des impôts, ça coûte cher? Est-ce que les sociétés qui économisent des impôts
des 35-38% jusqu'à 21% vont créer des emplois pour recréer de la richesse aux États-Unis qui va prendre la place pour payer l'argent que l'État va perdre avec les réductions d'impôts. Ce n'est pas gagné d'avance. Donc ça, c'est un pari sur le long terme. Est-ce que les gens pauvres vont être plus riches? C'est pas sûr non plus, parce que la baisse, si j'ai bien compris, des impôts est dégressive par rapport à l'argent qu'on gagne. Donc les plus pauvres vont avoir les moindres de baisse d'impôts et les plus riches vont être les gens qui gagnent le plus. Donc tout cela, sur papier, ça a l'air très bien. Quand il faut que ça marche, je ne suis pas convaincu que ça portera les fruits aussi rapidement que Donald Trump veut. Et sur le fait qu'il soit sur le point d'être destitué, quand même, ça n'a pas été une année extrêmement bien pour lui, avec tous les déboires avec la Russie. Il n'est pas du tout sorti de l'auberge avec cela, avec la Virginie qu'il a perdue aux démocrates, avec les démocrates qui se ressoudent entre ceux qui ont soutenu Hillary Clinton, ceux qui ont soutenu Bernie Sanders, qui reviennent ensemble au front commun contre Donald Trump, avec tout ce qu'il a eu aux États-Unis de problèmes créés par l'affaire Harvey Weinstein, qui ont retombé sur Donald Trump. Aussi, là, il fallait quand même qu'il a des problèmes. Donc, et plus, je me dis, les plus pauvres aux États-Unis, ceux qui ont profité d'Obamacare, qui risquent de ne plus l'avoir un jour, ça aussi, c'est un problème pour les plus pauvres qui sortent de cette réforme, je pense, pas gagnant. Et vous êtes là encore invité à vous prononcer sur Twitter. Donald Trump a-t-il la bonne politique fiscale? C'est sur #Figaro Live, #Point de vue. Guillaume de Mongeau. C'est amusant, ce président, ça fait un an que tout le monde, à la fois est dans le déni, ou est dans toujours ces menaces d'impeachment, etc. Et en fait, il tient, il est très déterminé. Et ce plan-là de réforme fiscale est considérable, comme vous le disiez très bien. Et à mon avis, il est possible qu'il relance grâce à ça son plan infrastructure, ces grands travaux dont il avait parlé beaucoup pendant sa campagne, et que peut-être qu'il termine son mandat avec un bilan à la Roosevelt. Enfin, on est vraiment face à un homme dont tout le monde a critiqué l'outrance et un peu le caractère ingérable. Et ben, dans le fond, cette détermination, moi, elle me stupéfie. Je veux dire, il a réussi ce que depuis Reagan, donc depuis 30 ans, c'était en 86, je crois, n'a pas été fait. Et donc, à mon avis, cette réforme, moi, elle m'intrigue. Et je me questionne sur le Trump d'après ce genre de succès. Parce qu'en fait, ce n'est pas son premier succès, parce que pour lui, tout ce qu'il tweet et tout ce qu'il fait est un succès. Et c'est un homme qui n'a aucune espèce de capacité de retour critique sur lui-même. Ça se voit, il avance tout le temps comme un bulldozer. Et Panzer Trump fait tout le temps le coup d'après pour surtout que les critiques ne s'apesantissent pas trop sur les échecs d'avant. Donc en fait, pour lui, c'est un des énièmes succès, mais celui-là, en plus, il est consacré objectivement par une opinion publique, un congrès qui est docile. Donc à mon avis, on ne va plus du tout avoir le même Trump maintenant. Et des milliers d'affaires qui sont c'est pas aussi possible. Je ne assez dirais pas que le enthousiastes. Congrès est docile, parce que sur d'autres questions, par exemple sur la Russie, le Congrès s'est monté tout à fait critique et rebelle. Le Congrès, d'ailleurs, n'est jamais docile aux États-Unis. Et ce n'est pas une chambre d'enregistrement, le Congrès, c'est vraiment un pouvoir. Et d'ailleurs, les membres des partis ont la liberté de voter comme ils le veulent. Ils ne suivent pas forcément la discipline du parti. Mais là, en l'occurrence, le Congrès et le président ont avancé ensemble, et vous avez vu ce chef de la Chambre des représentants, qui est M. Ryan, qui a été quelquefois critique du président Trump. Eh bien, ils sont ensemble, et c'est une vraie victoire qui rappelle le moment de Trump, qui était en 1980, à peu près 80-81. Le moment de Reagan. De Reagan. Par Ronald Reagan. Alexis Lacroix, vous aussi enthousiaste devant l'initiative du président Trump? Je ne suis pas du tout enthousiaste parce qu'en plus, ce type-là de dérégulation économique, ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Vous êtes contre la baisse des impôts? Non, je ne suis pas contre la baisse des impôts, mais disons Vous avez le droit, hein. ça ne me paraissait pas être la mesure la plus cardinale et la plus prometteuse du programme de Trump, mais force est de reconnaître, comme vous d'ailleurs, comme vous venez de le faire, comme Guillaume vient de le faire, que là, sur ce plan-là, il marque un point. Et c'est l'occasion, d'ailleurs, elle l'appelait Panzer Trump, c'est pas faux. Il y a un côté droit dans ses bottes, comme on dit dans le commentaire politique français, si vous voulez. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner par la mauvaise opinion qu'il propage autour de lui. Et c'est probablement, finalement, sur la durée, peut-être sa force. C'est-à-dire que il y a des côtés barbares, c'est incontestable. D'ailleurs, la presse française les dénonce, à mon avis, d'ailleurs, à juste titre, le plus souvent. Mais le paradoxe, c'est que ça fait sans doute sa force. Et donc, Panzer Trump se fiche pas mal de ce que l'opinion internationale peut penser de lui. Et je suis d'accord
il y a en ce sens, il y a une déréalisation d'une partie des critiques émises par les Européens, et notamment, on va dire, par les Européens politiquement corrects. En réalité, ça ne correspond pas à la solidité du socle sociologique sur lequel est appuyé aujourd'hui Trump. Néanmoins, n'oublions pas ce qu'on dit d'émission en émission. La semaine dernière, on évoquait d'autres revers de Donald Trump, et donc tout ça est à double tranchant. Il y a une solidité de l'assise sociologique, mais il y a aussi quand même une fragilité politique qu'à mon avis, cette réduction de baisse d'impôts heureuse ne va pas complètement contrarier, et je ne serais pas étonné, moi, en ce qui me concerne, qu'à la fin de sa présidence, il se retrouve littéralement en short. Je ne dis pas impeaché, mais empêché d'agir. Eh bien, vous reviendrez, cher Alexis Lacroix, pour nous parler de ça quand il aura changé de tenue. Et effectivement, si on le retrouve en short. Revenons en France, si vous le voulez bien, pour parler du dossier des migrants. Le Premier ministre prépare, avec l'aide de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, un projet de loi sur le droit d'asile et aussi sur le contrôle et la lutte contre l'immigration clandestine. Ce qu'on sait de ce projet semble indiquer qu'on va vers un durcissement. Ça provoque des états d'âme, peut-être un début de fronde, on va en parler, chez les députés de La République En Marche. Écoutez, Sonia Crimi, elle est députée de ce parti, députée de la Manche. Le traitement du séjour irrégulier en France est devenu une angoisse pour les étrangers, pour les associations dont on salue tous ici le travail, pour les forces de police, pour les préfectures et les avocats. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous détailler l'équilibre politique de votre réforme? Une réforme sans posture et sans préjugés, une réforme juste et humaine à laquelle nous étions tous engagés. Merci, Madame la députée. Renaud Girard, ce ton rompt avec l'espèce d'unanimisme qui était jusque-là de mise chez La République En Marche? Oui, mais c'est vraiment c'est un propos qu'aurait pu tenir un député mélenchoniste. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que dans sa campagne, Macron, qui voulait être à la fois de gauche et de droite, ça n'existe plus, il n'a pas pris de position extrêmement ferme sur l'immigration. Alors certes, il a dit qu'il n'allait pas remettre en cause le regroupement familial. Vous savez, c'était une décision qui était prise par décret simple par Chirac en 1975. Il a dit quand même dans sa campagne qu'il ferait les reconduites à la frontière, parce que le problème, c'est que même il y a beaucoup d'expulsions, évidemment, des illégaux, des gens qui sont venus sans passer par les procédures françaises sur le territoire français, et qui ne sont en fait jamais expulsés, tellement il y a de recours, en fait. Il y a des recours en justice, etc. C'est très difficile, en fait, d'expulser quelqu'un du territoire français. Alors, il ne s'est pas vraiment prononcé, et donc c'est un peu normal que dans son soutien, c'est-à-dire sa base parlementaire, eh bien, il y a des gens qui sont plus pro-migrants. Alors, ces gens qui sont très pro-migrants ne nous disent pas comment ils vont les loger, ne nous disent pas que dans un pays où il y a 10% de chômage, ils vont leur trouver du travail, ne nous disent pas comment ils vont les éduquer, et ne nous expliquent pas est-ce que c'est une bonne idée que l'Europe soit un appel d'air, comme ça, à cause des aides sociales, un appel d'air qui vide les populations et l'Ouest africain de ces populations les plus fortes, parce qu'en fait, pour faire cette aventure de la migration, c'est quand même une aventure où il faut quand même être entreprenant, être physiquement fort. Donc, les pro-immigrationnistes ne nous donnent aucune réponse là-dessus, mais bon, voilà, il y a en France des immigrationnistes, ils sont assez nombreux, ils ne sont pas seulement chez Mélenchon, et il y en a visiblement, mais il serait temps, effectivement, que Macron, peut-être, qu'il ne l'a pas vraiment fait dans la campagne, dise exactement ce qu'il en est de la politique qu'il propose pour le pays. Parce qu'Alexis Lacroix, il y a pas mal de députés En Marche qui sont d'anciens élus socialistes. Et là, pour le coup, cette espèce d'offensive contre l'immigration clandestine, je rappelle que le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il allait créer des unités pour aller voir dans les hôtels sociaux et vérifier que les immigrés qui sont là ont bien droit d'être là. Tout ça, c'est quand même un tournant droitier pour vous? Je ne dirais pas ça. Je pense que c'est la reconstitution d'un affrontement qui a eu lieu pendant l'ère Hollande
entre deux gauches. Renaud n'a pas tort sur le constat, mais c'est pas tellement je ne crois pas, pour le coup, comme Renaud, que ce soit par défaut d'explicitation de la part de Macron. C'est simplement qu'à l'intérieur, aujourd'hui, de sa majorité, il y a, vous avez raison Guillaume, beaucoup de parlementaires qui ont fait leurs armes dans la mouvance socialiste au sens large, mais ce qui la fracture aujourd'hui, c'est pas tellement le retour du droite-gauche, c'est le retour d'une guerre à l'intérieur des gauches qui avait existé, souvenons-nous, lorsque Manuel Valls assumait une position au fond assez proche de celle de Collomb aujourd'hui et qu'il se retrouvait avec Hollande face à des frondeurs qui, eux, effectivement, étaient authentiquement, comme le dit Renaud, des immigrationnistes. Donc, à mon avis, c'est une fracture à l'intérieur d'une partie de la gauche macronienne qui se scinde en fait en deux, entre des gens qui sont plutôt sur une conception républicaniste et sécuritaire, autrement dit responsables sur les questions d'immigration, essayant de doser la fermeté et l'humanité. C'est toujours compliqué, on peut toujours trouver à redire, et je crois d'ailleurs que la grandeur des démocraties, c'est qu'on puisse trouver à redire, qu'on puisse continuer à critiquer ce que fait Collomb, même si c'est pas si mal. Et de l'autre côté, des gens qu'incarne cette députée, dont vous venez de passer le message, qui sont beaucoup plus sur une radicalité gauchiste sur le plan culturel, qui rejoint probablement les positions de la France insoumise en cette matière. C'est-à-dire des gens qui sont plutôt dans la morale de conviction, pour parler comme Weber, c'est-à-dire qui ne s'intéressent pas aux effets pratiques des discours qu'ils prônent ou qu'ils prêchent. Mais justement, c'est assez intéressant parce que ça veut dire aussi... C'est une des illusions, si vous voulez, fondatrices du macronisme qui, à mon avis, est en train de s'évaporer. Là. L'illusion fondatrice du macronisme, elle a sa grandeur. C'est le dépassement du droite-gauche et des confrontations traditionnelles. Et bien là, paf, sur ce sujet-là qui est tellement sensible et qui est au fond tellement passionnant, et tout le monde se recartographie très clairement. Vous avez une gauche social-démocrate responsable, vous avez une extrême gauche immigrationniste et vous avez une droite ultra-sécuritaire. En gros, il y a trois familles et elles apparaissent en pleine lumière, j'allais dire, à l'insu de la Macronie. Et au sein même de la Macronie, c'est ça qui est fascinant. Donc c'est la première facture politique d'une campagne open bar, en fait. Macron a fait une campagne... Facture et fracture. Oui, facture et fracture. Et donc en fait, c'est à mon avis, ce qui se passe en ce moment sur ce sujet-là, dont personne ne s'est emparé depuis 30 ans, parce que Nicolas Sarkozy, en 2007, avait tenté, puis avait enfoui sa tentative, parce qu'en fait, c'est un sujet brûlant. Il y a toute l'idéologie très forte qu'il y a autour de l'accueil, de la France pays d'accueil, terre d'asile, France des libertés, France de la démocratie, enfin France qui doit donner asile à ceux qui sont les plus vulnérables dans le monde et pour défendre. Et puis il y a l'autre côté pragmatique, mais en même temps, l'autre côté pragmatique qui est celui de, évidemment, comme vous le disiez, 10% de chômage et impossibilité parfois de les intégrer à la vitesse à laquelle on pourrait le faire. Mais je trouve que finalement, moi, ce qui m'intrigue, c'est comment ce président n'a pas peur de s'emparer de sujets aussi comment dire poliment casse-popularité. Casse-popularité, bravo, merci. Parce que c'est vraiment un sujet qui va, à mon avis, déterminer pas mal les débats de tout le premier trimestre prochain. Et je crois qu'on sous-estime, et je crois que Guyonne a parfaitement raison, Guillaume, et on sous-estime, nous encore, un peu dans le jour à jour, enfin, comment dire, la routine du commentaire politique, le fait que ça va être, à mon avis, la deuxième grande question civilisationnelle de l'année. Il y a eu, en gros, l'affaire Charlie Mediapart, c'est-à-dire la question de l'islamisme et de la laïcité à l'automne, et pendant l'hiver et probablement le printemps, ce sera la question migratoire qui va s'inviter et qui va, si j'ose dire, revectoriser l'ensemble du débat politique. Merci. Et nous saluons les nombreux internautes qui envoient leurs commentaires, notamment le droitiste qui salue la qualité de cette émission, c'est un homme de goût. Et Lynn qui nous dit, sans être de gauche et de droite, un peu de bon sens devrait mener le gouvernement. Philippe Turle, Alexis Lacroix nous dit, après l'islam, c'est l'immigration qui vient structurer le débat. Tout ça n'est pas très nouveau finalement. On en revient au réel. Pour moi, c'est tout un signe que les partis politiques sont assez paumés sur le problème de l'immigration. Ils ne savent pas comment faire pour le gérer. Vous avez toutes les extrémités, ceux qui ne veulent absolument pas, ceux qui veulent inviter tout le monde, ceux qui essayent de faire avec les gens qui sont là déjà. Donc, quelle politique est-ce qu'il faut mener? Personne ne le sait, même Emmanuel Macron, il n'en a pas parlé. La seule chose qu'Emmanuel Macron a dit, qu'il n'a pas fait, c'est de menacer la Grande-Bretagne, de mettre la frontière du côté de Calais, du côté de Douvres, après Brexit. Disons, de toute manière, quand je serai élu, c'est ce que je ferai. Pour le moment, il n'en est rien, parce que ça desservira la France sur le long terme. Et le moment où on bouge la frontière, on le met à Douvres, ça sera un appel d'air pour tous les migrants qui viennent de partout pour revenir à Calais, pour dire que c'est encore plus facile pour aller en Angleterre. Donc, ce n'est pas la réponse à la question. Pour moi, la réponse à la question, ce n'est même pas un problème français, c'est un problème européen. Et tant que l'Europe
l'Europe n'a pas pris en main ce problème avec ses propres frontières, les frontières Schengen, parce que quoi qu'on fasse en France, on reconduit à la frontière, on arrête les migrants, ils vont continuer de venir parce qu'il n'y a pas de frontières. Donc comment voulez-vous régler ce problème quand on ne peut pas les bloquer à l'extérieur de la France? Ce n'est pas possible. Donc il faut quand même trouver une solution européenne. Et tant qu'on n'a pas trouvé, ça n'avancera pas. Seule chose qui est peut-être positive, c'est qu'avec la fin des guerres en Syrie, en Irak, peut-être qu'on trouvera une solution pour le problème libyen. La vague d'immigrants va peut-être baisser, mais en attendant... non, parce que ça fonctionne comme un appel d'air. Et Aujourd'hui, tous les migrants viennent de pays qui ne sont pas en guerre, qui viennent de Côte c'est d'Ivoire, le qui viennent de problème Nigeria, qui viennent de toute l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait, c'est bien sûr des migrants Je pense que Si ça vous peut demandez leur aider. avis aux Français, Renaud Girard, Colline Messonnier nous dit pourquoi ne pas faire un référendum sur cette question? Mais pour quelle question Si- on dit quoi? si- Vous voulez pas des alors, migrants? effectivement, si le président de la République se sentait pas suffisamment soutenu pour prendre des décisions extrêmement dures, par exemple, mettre la fin au regroupement familial, par exemple, disant tant que les immigrés qui sont ici ne sont pas bien intégrés, on va suspendre le regroupement familial, et qui pense qu'il a besoin d'un support populaire, il peut utiliser, il faudra Mais il n'est pas du tout sur ce sujet-là. l'article Là, on 11, est sur mais là, les migrants. voilà, mais je pense que vous avez raison, je pense que c'est un sujet européen. L'Europe a fait ce Schengen sans prendre les mesures pour effectivement empêcher... oui, voilà, c'était pas la même chose, pour empêcher une immigration. Et si vous voulez, l'Europe fonctionne comme un appel d'air extraordinaire. Et l'Europe est dans une position tout à fait différente du Japon, ou je parle des pays riches, ou des États-Unis, qui, eux, effectivement, parviennent tout à fait à avoir l'immigration qu'ils veulent, à part un peu les États-Unis par l'immigration mexicaine. Mais aujourd'hui, il y a un appel d'air considérable avec des trafics. Ça veut dire il y a une industrie des barbaresques avec les problèmes d'esclavage, de noyades, etc. Il y a une industrie dans le Sahel de gangsters, en fait, dans le Sahel, qui profitent parce qu'en fait, dans l'Ouest africain, les familles maintenant se cotisent les villages pour trouver, entiers, dans les villages pour trouver 3 000 euros pour financer le voyage. Et évidemment, l'immigré qui sera arrivé en Europe et qui pourra toucher les aides sociales, ensuite doit évidemment reverser la moitié de ce qui touche aux familles qui se sont cotisées, avec les problèmes de logement insalubre, enfin tous les problèmes qu'on a avec une immigration non choisie. Est-ce que c'est dissuasif ce qu'a fait Macron là? Est-ce que c'est une dissuasion migratoire là maintenant de montrer que c'est une petite révolution mais qu'on va plus être aussi permissif? Oui, mais je pense, comme le disait très bien Philippe Turle, que c'est une question effectivement européenne, parce que si les gens peuvent arriver en Italie, comment vous allez ensuite les bloquer entre l'Italie et les migrants, ils veulent venir chez nous, ils veulent même pas rester en France. Ça dépend lesquels. Il y a quand même beaucoup. Je voudrais qu'on utilise les quelques minutes qui nous restent pour parler d'une affaire qui, à mon avis, est moins anecdotique qu'il y paraît. Charlie Hebdo, en la personne de son rédacteur en chef Riss, soutient cette semaine un ex-animateur, devrais-je dire, de France Télévisions, qui a été renvoyé de cette chaîne. Alors, je vous refais juste les épisodes précédents très vite. Nous sommes le 30 novembre dernier. Un animateur qui s'appelle Tex, qui anime l'émission Les Amours sur France 2, est invité sur une autre chaîne, C8, et là, il sort une blague, on va dire, plus qu'approximative, mais je vous propose de la réécouter. Comme c'est un sujet super sensible, je l'attends. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les 2 yeux au beurre noir? Elle est terrible, celle-là. On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Alors, à la suite de cette blague, la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, saisit le Conseil supérieur de l'audiovisuel et, je le disais, Tex est donc renvoyé de France 2 après des années de collaboration. Qu'est-ce que dit Riss, le patron de Charlie Hebdo? Il dit on ne peut plus rire de rien. Il y a une vague autoritariste, on est envahi par les corbeaux, par les délateurs. Et lui dit il faut soutenir l'humour, même s'il est de mauvais goût. Est-ce que vous avez un point de vue sur ce sujet, Guillaume de Monjou? Oui, d'abord, oui, la blague, elle était connue, cette blague. Je pense que ce n'est pas lui qui l'a inventée tout de suite. Donc, en plus, il n'est pas sur France Télévisions. Donc, je trouve que le renvoyer à un présentateur qui, depuis 17 ans, anime une émission qui, en plus,
est une émission d'égalité homme-femme. C'est comme Tour des manèges, vous voyez, il y a toujours un homme. C'est des couples qui doivent se dire quel a été le jour où je t'ai pas pardonné, etc. Donc c'est vraiment l'émission la plus légère et sans aucun enjeu. Et quand vous la regardez, ce que j'ai fait cet après-midi pour la première fois, on voit qu'il est toujours dans la petite phrase, dans le petit truc d'humour. Il y a un côté chez lui qui est un peu comme ça dans cette énergie-là de l'instant, de vouloir être le bon camarade. Mais par ailleurs, je trouve que depuis cet événement, on voit que depuis 17 ans, il est sur cette chaîne et que depuis quelques années, visiblement, cette chaîne veut se débarrasser de lui et qu'il y a eu plusieurs témoignages dans ce sens qui disaient qu'ils avaient cherché un remplaçant à un moment donné pour présenter cette émission. Donc je me demande si ce n'est pas un très bon prétexte trouvé pour renvoyer un homme comme ça. Ça, c'est pour l'affaire Tex. Mais sur le plan de l'humour, je dirais que c'est un peu pénible même de réécouter cette blague que je trouve pas drôle du tout. Et je me dis, voilà, donc tout est... c'est tellement subjectif. Et la blague n'est pas drôle du tout, mais on a le droit de... Enfin, s'il y a une police de la pensée... la police de la pensée... C'est pas agréable à réécouter, mais c'est pas... La police de la pensée, c'est insupportable, si vous voulez. Aujourd'hui, maintenant, on a à New York... Des gens qui font des pétitions pour empêcher un tableau de Balthus parce qu'ils prétendent qu'il est pédophile. Enfin, c'est devenu complètement fou, cette police de la pensée. En revanche, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce monsieur que je ne connaissais pas, Tex, doit être payé avec nos impôts pour faire une émission sur France 2 ? Il y a un problème du service public. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, sur une chaîne commerciale, bon, écoutez, il y a une certaine vulgarité des chaînes commerciales, il peut très bien, effectivement, faire ces grosses vannes comme ça, sans qu'on interdise la liberté d'expression et la liberté des blagues. Voilà. En revanche, il y a un problème dans le service public. Le service public est fait par les impôts et donc se doit à une qualité éducative. Ça fait bien longtemps qu'on y a renoncé, non ? Ah bah oui, c'est tout à fait dommage. Oui. Et donc je pense que Macron a tout à fait raison de dire que la qualité du service public en France est une honte. Alors je vais passer la parole à Alexis Lacroix, mais non sans avoir précisé que la blague en question, elle n'est pas faite sur le service France 2, public. Non, elle est faite sur ces 8 Ouais. chaînes privées. Alors, moi, Alexis Lacroix, est-ce que le politiquement correct est en train de tout étouffer dans ce pays ? Ah oui, mais c'est un autre sujet. Je pense que... Non, ça veut dire en gros, les blagues lourdes, c'est fini. Non, c'est un autre sujet. Je pense que Antoine Griezmann, quand il se grime pour leur rendre hommage, en joueur black et alors victime... ça c'est le footballeur Griezmann. Oui, mais il est victime d'un procès en sorcellerie politiquement correct, parce absolument typique de l'époque. En noir pour dire son admiration pour un basketteur américain. Voilà, mais je pense que Rhys, dont j'admire par ailleurs les combats, va un peu vite en besogne en volant au secours de ce monsieur, qui est sans doute un humoriste estimable, que j'ai vu moi-même à la télé plusieurs fois, et que là, en l'occurrence, Tex avait fait... C'est pas simplement une blague lourde, il avait fait, si vous voulez, c'est une faute de goût. C'est une faute de goût assez grave quand on sait par ailleurs, et Marlène Schiappa le dit, et sur ça je suis désolé, elle a raison, qu'il y a une impunité des violences, disons, domestiques très forte et dont de nombreuses femmes sont encore les victimes. Et donc je crois que sans faire de dramatisation hystérique comme aime le politiquement correct d'aujourd'hui, il était bon que d'une manière ou d'une autre, il soit sanctionné. J'ignore les circonstances ou les arrière-pensées des personnes qui, au sein de France Télévisions, en ont profité pour l'évacuer, mais je pense en revanche que voler au secours de Tex comme s'il s'agissait d'une sorte de nouveau capitaine Dreyfus, c'est un peu ridicule. Alors, je vous propose de voter là encore sur ce thème, sur le hashtag Figaro Live, hashtag point de vue. Est-ce que le soutien de Rhys et à l'animateur Tex est justifié? Eh bien, vous êtes une grande majorité, effectivement, à approuver la position de Charlie Hebdo. On va demander à Philippe Turle son avis là-dessus, mais je voudrais avant vous donner un témoignage, un petit point de vue intéressant, celui de Vincent Trémollet de Villers. C'est le patron du Figaro Vox. Il se trouve que l'on découvre, il y a en gros un phénomène, un processus qui se répète chaque jour. Il y a une cible qui dit une bêtise ou pas, ou quelque chose qui est considéré comme coupable ou pas, et il y a une meute numérique qui se met en place et qui la poursuit et qui la chasse, avec un certain nombre de pratiques qui accompagnent ça, qui nous viennent des pays anglo-saxons, qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire nommer la personne, mais aussi alerter
via le compte Twitter de son employeur, pour essayer de mettre cette personne en difficulté vis-à-vis de son employeur. Et dans ce processus, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'étude du dossier. Ce qui arrive dans la vie commune et dans la conversation, c'est-à-dire une décence, une retenue, le fait que l'autre ait un visage, qu'on fasse attention à... Et l'anonymat. Et là, il n'y a plus tout ça, et ça peut être parfois effrayant. Alors, vous êtes assez partagé sur les réseaux sociaux parce que certains disent, en distinguant d'abord l'acte de Griezmann, en disant l'acte de Griezmann, donc il s'est grimé en noir, n'est pas raciste, mais son acte l'est, et on fait allusion à la blackface qui était une coutume qui n'est plus d'usage et on peut sans doute s'en féliciter. En revanche, pour Tex, là, les gens disent plutôt que sa blague n'est pas drôle et que c'est assez grave, mais comme il s'est excusé, il ne serait pas justifié qu'il soit viré des amours. Philippe Turle, est-ce que c'est anecdotique ce dont on parle ou ça montre une espèce de pression qui peut peut-être être inquiétante pour la libre expression? Je trouve que Tex a fait, pardonnez-moi le terme, mais il a fait une connerie en racontant cette blague à la télé. OK, il y a la libre parole en France. C'est formidable. Et je suis la première personne... je prends le temps, mais je suis la première personne à essayer de protéger cela parce que c'est quand même assez rare dans le monde aujourd'hui. Et on est dans un monde de plus en plus puritain où c'est de plus en plus difficile pour dire ce qu'on pense. Et j'ai grandi avec la BBC, avec la comédie britannique, avec les Monty Python. Aujourd'hui, c'est fini tout ça parce que la politiquement correcte a pour ainsi dire tué la comédie britannique comme moi j'ai connu dans les années 60. Donc, il a fait une bêtise parce que il aurait dû réfléchir avant de raconter cette blague au fait que vous avez très bien dit, il y a une femme qui est tuée tous les jours et demi en France par son compagnon. Donc, on est dans une société de violence. Pourquoi il n'a pas raconté cette blague en disant un homme qui a 2 yeux noirs aurait été... personne n'aurait rien dit. Donc là, il a fait une bêtise. La réaction de Rhys, ça, il a raison de le dire. Et Charlie Hebdo est tout à fait dans son rôle, vu ce qui est arrivé à ce journal, de dire quelqu'un peut raconter ce qu'il veut et je protège cette personne, je le soutiens. Il a raison de dire cela et je suis avec Rhys quand il dit cela. Mais je pense que la sanction de France Télévisions est quand même un peu lourde. On aurait dû lui faire un warning ou de mettre un mise à l'épreuve pour un certain temps. Donc je soupçonne tout à fait derrière que c'est une façon de France de se débarrasser de quelqu'un qui peut-être coûte un peu cher à la chaîne pour mettre quelqu'un à sa place. Et ce sera le mot de la fin parce qu'on est très en retard. Merci beaucoup à tous les 4 pour ce que vous nous avez dit. C'était passionnant. C'est pour ça qu'on a pris un peu plus de temps pour vous écouter jusqu'au bout. Ce point de vue, c'est fini pour ce soir, mais ça reprend demain, même heure, même endroit. Merci.